Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver en plein cœur du Beaujolais, situé au nord de Lyon. Cette région viticole est connue pour ses vins typiques et ses élevages de moutons. C'est parce qu'ils sont si nombreux que nous avons décidé aujourd'hui de vous les présenter dans votre émission. Nous emmenons donc à la rencontre des moutons mérinos d'Arles et de leurs bergers. Il va nous dévoiler tous ses secrets pour élever au mieux ces animaux. Allez, sans plus attendre, découvrez notre sommaire. En compagnie d'Éric, un berger passionné, Élodie nous fera découvrir ce métier ancestral. Puis Sandrine rejoindra les agneaux du troupeau pour savoir comment encadrer et surveiller leur croissance. Élodie se familiarisera ensuite avec les techniques de tonte et les différentes manipulations des moutons. Enfin, Éric nous apprendra comment il effectue la transhumance pour guider ses bêtes vers les pâturages. Éleveur d'un troupeau de 600 brebis et berger depuis 15 ans, Éric Gousset nous emmène sur ses terres où il exerce ce métier ancestral. Bonjour Éric. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire exactement? Là, on va emmener les moutons au champ pour les faire manger. Donc si vous le voulez bien, je vais vous donner un fouet et vous allez les appeler et vous mettre devant. Avec plaisir. Alors Éric, à quel moment votre aventure de berger a réellement commencé? Tout petit déjà, quand je partais en vacances avec mes parents, qui étaient ouvriers dans des usines autour de Villefranche-sur-Saône. Et l'été, on rencontrait souvent des bergers. Et on a rencontré un berger sympa et il a accepté de me prendre comme stagiaire durant l'été. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier? Alors, berger, c'est quelqu'un qui va emmener ses bêtes, qui doit nourrir son troupeau tous les jours. Donc j'en ai actuellement 600 et mon travail c'est de nourrir mes animaux tous les jours, 600 bêtes. Pour cela je dois trouver des territoires, de la surface, aussi bien pour l'hiver que l'été. Ensuite mon métier c'est aussi de veiller aux soins, soigner les bêtes et le plus important de la saison ça va être l'agnelage, le moment où les brebis vont mettre bas. Donc votre rythme va se modifier par rapport aux saisons? Tout à fait. L'hiver, j'ai deux façons d'agir. Soit je fais manger à l'extérieur dans des garrigues, soit je leur donne du foin quand il fait mauvais. Et arrivé le printemps et l'été, surtout le printemps, on les fait manger sur de l'herbe comme vous voyez actuellement. Et après, l'été, durant les fortes chaleurs, nous partons en montagne. Et quel était le métier de berger autrefois? Le métier de berger, c'était un salarié qui travaillait dans un domaine et qui gardait des gros troupeaux de moutons l'été et qui gardait aussi des troupeaux de moutons l'hiver. Son rôle, c'était juste de nourrir les bêtes. Moi, mon rôle, c'est aussi chef d'entreprise, c'est-à-dire de gérer aussi un troupeau. Et quels sont les inconvénients du métier? Le mauvais temps, on va dire, et la pauvreté du métier. On ne fait pas ce métier-là pour gagner de l'argent, on fait ce métier-là par passion. Et parce que votre métier contribue aussi à l'entretien des montagnes. Tout à fait, surtout l'été. Donc, nous sommes, on va dire, subventionnés par l'Europe, je dis bien par l'Europe et non pas par la France, pour entretenir et maintenir le paysage ouvert, de façon à ce que le randonneur l'été puisse se promener et que le skieur l'été puisse skier dans la piste noire. Piste noire qui n'est pas accessible mécaniquement et donc on envoie les moutons dessus. Alors vous ici, vous avez des moutons d'Arles mérinos. Quelles sont leurs qualités? Leurs qualités, ce sont des brebis qui sont grégaires, donc c'est un mot qui est très très vieux. C'est un mouton qui va vivre en harmonie avec les autres. Il sera en sécurité dans le troupeau. Je dirais un peu comme les pingouins sur une banquise où ils vont rester toujours en groupe. Et ça, nous en avons besoin l'été. Lorsque nous sommes en montagne, il ne faut pas que les brebis s'éparpillent un coup à droite, un coup à gauche. Il faut qu'elles restent groupées. Et tout ça à cause du loup. Une brebis isolée se fera manger par le loup. Est-ce que la relation entre l'homme et l'animal est importante? Oui, je dirais même plus. La relation mouton, berger et chien ne doit faire qu'une famille, mais une grande famille. Et je crois que c'est Flavie, votre femme, qui va nous présenter la valise du berger. Et oui, car c'est aussi une passionnée comme moi, donc je vous invite à la rencontrer. Allons-y.
Je vous laisse en présence de Flavie, moi je vais retrouver Sandrine. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour Flavie. Bonjour. Je peux m'asseoir à côté de vous? Bien sûr. Alors, qui y a-t-il dans cette valise? Dans cette valise, dans la valise du berger, il y a tous les outils, les instruments nécessaires au travail du berger. Alors, allez-y, présentez-les-nous. Alors par exemple, vous pouvez prendre un objet, Alors, celui que très vous bien. voulez. Celui-ci. Alors celui-là, c'est une marque. C'est un outil que l'on utilise lorsqu'on part en transhumance. La marque va se poser ici, sur le dos. ça. Lui, il est trop petit, Oui, ça ne c'est suffira trop pas. On va marquer simplement les brebis. Donc, cet objet-là, c'est pour mettre autour du cou de la brebis? Tout à fait, c'est pour mettre autour du cou de la brebis. Ça s'appelle une sonnaille. Et qu'est-ce que vous indique cette sonnerie? Nous les mettrons au cou des brebis que l'on appelle des meneuses. Des brebis souvent apprivoisées et qui, lorsqu'on les appelle, viennent. Alors ça, c'est très voyant. C'est l'ensemble qui va avec tout ça? Voilà. Le gilet de route pour le berger, Obligatoire? obligatoire lorsqu'on transhume sur les routes. Et le collier qui va pour le chien, qui permet d'être vu par les voitures. Également. Et voilà, la nuit ou le jour. De la laine? De la laine parce que tout Ça a simplement, froid. voilà, tout simplement, c'est la laine brute, ça, c'est la laine de nos moutons qui a été cardée, c'est-à-dire nettoyée. Et derrière vous se trouve la cape. La cape traditionnelle du berger, qui est souvent très utilisée en croc, à côté d'Arles. Et il y a aussi un grand bâton, ça c'est le bâton du berger. Voilà, le bâton ou la canne de berger. Le bâton parce qu'effectivement, dans la montagne, ça aide à se soutenir pour monter. La canne parce que ici, il y a un crochet qui a une utilité bien particulière. Ça sert à attraper les moutons. On l'attrape par la patte de derrière. Pourquoi cet endroit bien précis? Parce que c'est un endroit qui n'est pas douloureux pour lui et qui permet d'avoir un appui, contrôle. voilà, un contrôle sur l'animal, puisqu'il perd un de ses appuis, donc est déjà moins rapide. Eh bien merci Flavie de nous avoir présenté les accessoires utiles au berger. Avec plaisir. Sandrine, le travail de berger n'est pas de tout repos, il travaille toute l'année au rythme des saisons. Sais-tu d'ailleurs à quelle période la brebis met bas? Il me semble que le berger choisit à quel moment de l'année les brebis doivent se reproduire, mais je vais tout de même demander quelques précisions à Eric qui se trouve à mes côtés. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, l'agnolage, c'est le moment de la mise bas des brebis. Est-ce que ça a lieu plusieurs fois dans l'année? Une brebis, il faut savoir qu'elle met au monde 1 ou 2 agneaux par an. La gestation dure 5 mois, mais comme j'ai 600 moutons, je vais faire un agnolage au printemps et un agnolage à l'automne. Comment vous vous occupez de ces brebis? Donc sur, disons, 300 brebis qui vont agnoler à l'automne à la redescente de la montagne, je vais tous les jours faire manger mes moutons, mais aussi surveiller les brebis qui vont mettre bas. Une brebis qui met bas, c'est une brebis qui va s'isoler dans un coin et qui va agnoler. Donc à ce moment-là, je vais l'enlever et les mettre à la maternité. Et parce qu'ils sont quand même tous dans le même troupeau. Oui, parce que dans le cadre de la main-d'œuvre et le travail du berger, comme je suis tout seul, il me faut un minimum de troupeaux. Donc pendant l'agnolage, je vais travailler avec 2 troupeaux. Des brebis vides et des brebis qui ont agnolé, qui ont mis bas. Donc dès que le petit est là, vous prenez la brebis plus le bébé et vous les mettez un petit peu de côté pour qu'il soit tranquille. Voilà. Et j'ai des barrières un peu comme celle-ci où je vais pouvoir isoler la mère et le bébé de façon à ce qu'elles se retrouvent pendant 2-3 jours ensemble, que la mère s'habitue de l'odeur de son petit. Pendant ce moment-là, le cordon ombilical de l'agneau va sécher et tomber. Et c'est là où je vais déceler le plus gros problème de l'agnolage, c'est-à-dire la lactation. Si une brebis n'a pas assez de lait, je vais le complémenter, l'agneau, avec un biberon. Donc vous faites la tétée des agneaux. Exactement. Est-ce qu'on peut faire nous aussi la tétée des agneaux? Allez, c'est Parce le que là j'ai un problème, tout c'est l'heure. petit, d'ailleurs il a encore son petit cordon ici. Tout à fait. Il n'est pas encore tombé. Et puis je crois qu'il a faim. Eh oui, c'est l'or en plus. Oui. Alors vous m'apprenez? Allez, on va attaquer. Donc on se positionne comme ceci. Voilà, l'agneau entre les jambes. Une main qui va tenir sous la tête. On prend le biberon de l'autre main. Voilà. Ah bah il a l'air d'avoir bien l'habitude. Ouais, celui-là, ça fait déjà plusieurs fois qu'il tète. Et celui-là, là, il est un peu plus jeune, donc il faudra faire avec soin. D'accord, Donc, je vais essaye. essayer. Hop, Il a faim. ça se voit. Hein. Donc combien de fois par jour vous lui donnez la tétée? Matin, midi et soir, donc 3 fois par jour. À partir de quel âge il mange de l'air? Non, c'est pas pour toi. Non. C'est progressif. Enfin, donc on lui donne jusqu'à quel âge la tétée? Parce que là il a 1 mois. Au bout de, allez, on va dire 15, non, un Il y a mois. une semaine. Encore un mois.
Là, celui-là, il a bien 2 mois, celui-là. Et là, il en veut plus ou alors c'est parce qu'il est pas encore tout à fait Bah, il est habitué? petit, donc il va téter en petite quantité. T'en C'est pour veux ça plus? qu'un agneau T'en veux plus? tète souvent sa mère, plusieurs fois par jour. Oh bah là. Parce qu'il n'a pas un gros estomac. Alors, lorsque le petit naît, quels sont les soins que la maman fait en priorité? Alors quand le petit va naître, la mère va lécher son agneau. Elle va lui enlever de sa poche qu'elle avait dans le ventre et qui entourait l'agneau. Elle va le nettoyer. Et instinctivement, en moins de 2 heures, l'agneau va téter, va chercher les mamelles de sa mère pour la téter. En moins de 2 heures. Et vous intervenez pas du tout? Le rôle du berger, c'est de laisser la nature faire et travailler. Et les bergers souvent interviennent quand cela ne va pas. Et donc là, cet agneau, sa mère n'avait pas assez de lait. Donc le berger doit être vigilant et surveiller si ça se passe bien. Et quand ça se passe très mal, le berger intervient très vite et complémente l'agneau avec du lait reconstitué en poudre. Pendant l'agnelage, mes chiens ne vont pas déranger la mère et l'agneau. Parce que la mère va se sacrifier pour défendre son agneau et mon chien ne pourra absolument plus rien faire. Alors les agneaux tout petits, on vient de le dire, ils ont un petit peu peur du chien, mais est-ce qu'ils ont peur des autres moutons? Non, parce que tous les animaux à cet âge-là n'ont pas la notion du danger, donc ils font un peu tout et n'importe quoi. Et c'est la mère qui va un peu les protéger, car elle a son rôle de protection. Est-ce qu'ils aiment bien être caressés? Parce que là, on caresse, Oui, ceux-là qui ont été habitués au biberon, oui, mais souvent les mères, elles ont un secret. Quand l'agneau tète sous la mamelle, sous la mère le lèche ici et ça le stimule quand il tète. Vous voyez, là, déjà, il se met en position. Et donc la mère le caresse ici. Alors ceux-là, ils sont habitués au câlin, donc on peut les caresser n'importe comment, ça ne gêne rien. Est-ce que le bélier s'occupe de ses petits? Non, parce qu'en fait, c'est le berger qui introduit le bélier dans le troupeau pour la reproduction. On essaye de redonner un petit peu la tétée? Allez. Est-ce que tu veux? Et à partir de quel âge vous arrêtez la tétée? C'est progressif, c'est-à-dire que là, on leur donne à volonté, et arrivé à une certaine grosseur, on va rédimer la tétée de façon à les inciter à aller manger de l'herbe. Eh bien merci Eric, je vous redonne ce tout petit, Allez, parce que je vais retrouver Elodie. À plus tard. à bientôt. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis venue chercher une cloche pour la mettre sur un mouton. Ah, c'est pour ceux qui sont apprivoisés. Exactement, ce sont les meneurs du groupe et ils aident le berger. Bon bah allons-y. Allez, tu vas m'aider à l'attraper parce que c'est pas simple. On va essayer. En tout cas. Alors, on attrape alors, laquelle? Sandrine, il faut attraper la noire et je vais te montrer par où il faut que tu l'attrapes. C'est toi qui vas l'attraper. D'accord. Il faut que tu la chopes ici, mais l'autre jambe, la droite. La droite. Eh bien, très bien. Eh ben oui. Eh ben, t'es belle. Ouh là là. Bon, ben, on a réussi. Bravo. Bon, il faut que je te laisse parce que moi je vais apprendre avec Eric comment on tourne le mouton. D'accord, bah écoute, je vais la rentrer dans le troupeau, moi. À tout à l'heure. Allez, viens. Nous allons maintenant rejoindre Eric qui va nous expliquer les différentes techniques et manipulations pour la tonte des moutons. Alors Eric, la tonte des moutons, hein, c'est toute une pratique, vous devez le faire sans stresser l'animal. Alors comment procédez-vous? Exactement, donc je vais essayer d'aller chercher l'animal et de ne pas de créer de tension, de créer d'énervement. Donc je vais contrôler l'animal avec mes jambes, comme ceci. Donc celle-ci est pratiquement terminée. Oui, Je vous laisse continuer d'accord. ce travail. Et on discutera après. Mais c'est incroyable cette position. Comment vous faites pour la maintenir, cette brebis? En fait, la tonte, c'est un métier qui s'apprend. Tondeur de mouton, c'est un métier. Et on apprend des positions avec les placements des pieds. Donc mon pied va immobiliser la brebis.
ici, et j'ai besoin que de ce pied pour maintenir la brebis. Donc votre pied gauche tient ses pattes, et Voilà. c'est pour cette raison qu'elle ne bouge pas? Voilà. Et ensuite, pour la tondre, c'est la main gauche qui va intervenir, c'est-à-dire que pour ne pas couper l'animal, je vais mettre ma main ici et la patte restera tendue. Donc, quand je vais tondre derrière, elle ne pliera pas la patte parce que j'ai la main qui fait appui. D'accord, et lorsque vous appuyez, parce qu'on peut s'apercevoir en regardant de près, c'est comme des cheveux un peu, hein, il y a une racine. Hein. Exactement, et donc la laine mettra 1 an pour repousser. Alors, pour ne pas faire de coupure au niveau de la laine, je vais absorber le pli ici de façon à ce qu'elle ait toujours la peau tendue. Bon, il en reste très peu, on va vous laisser continuer. Très bien. Voilà, donc la toison, on va la mettre dans un sac et la brebis, on va la remettre dans le troupeau. Eh bien, laissons-la partir. Donc ça, c'est pour contenir une brebis lorsqu'on ne sait pas l'immobiliser. Donc on lui met les fesses dedans et elle ne bouge plus. Je peux vous le montrer. Bien sûr. Alors c'est comme ça qu'on apprend une brebis à... Regardez, voilà. Et là, elle est assise. Donc nous, en fait, c'est un pneu, mais nous, on appellera ça plutôt un cocotier. Pourquoi la tonte est importante chez les moutons? La tonte est importante, ça va permettre de dégager les parasites qu'il y a au niveau du cou de la laine. On tond les moutons 1 fois par an. Donc c'est à la sortie de l'hiver, après les périodes de grand froid, et quelques temps avant de monter dans les Alpes en alpage, de façon à ce que l'animal ait une couche protectrice. Parce que dans les Alpes, au printemps, quand il fait orage, les orages sont très froids. Donc les pluies sont froides. Ça a le temps de repousser un petit peu. Voilà, et ça protège l'animal. Comment se sent le mouton juste après sa tonte? Ça ne peut être que bénéfique parce qu'on va lui dégager de tous ces parasites qu'il y a à l'intérieur de la laine, aussi bien les tiques que le foin qu'il aura eu durant l'hiver, ou les aiguilles de pin. Quand les brebis mangent sous les arbres, elles se mettent des aiguilles de pin, des petites branches dans la laine et ça les démange. Comme vous les côtoyez tous les jours, vous pouvez peut-être apercevoir un comportement différent juste après la tonte. Peut-être qu'ils gambadent, ils sautent. Non, ils vont pas faire ça. Elles vont surtout manger. Parce que tondre un mouton, on s'est aperçu que ça leur stimulait l'appétit. Parce qu'elles se dépêchent de reconstituer une couche protectrice. Quels sont les points sensibles des brebis qu'il faut éviter avec la tondeuse? Alors pour la tonte, le plus important, c'est les coupures de peau, mais les parties génitales, c'est-à-dire les mamelles et autour de la queue. Donc c'est la main gauche qui va travailler le plus, et lorsque ma tondeuse va passer dans ces coins par ici, je vais protéger les mamelles en faisant ça et en tirant la peau. Et la tondeuse passera. Et ça passe aussi très très près des yeux. Voilà, donc pour les yeux, c'est pareil, les oreilles, on maîtrise l'oreille d'un côté, de l'autre. Mais c'est toujours la main gauche qui travaille. Tout simplement. Voilà. Donc après cette théorie, nous pouvons peut-être passer à la pratique. Vous allez m'apprendre? Allons-y. Vous pensez que je vais y réussir? Oui. Moi je vais avoir peur de lui faire mal. Hein. Donc on a parlé de la tonte, mais alors la laine, qu'est-ce que vous en faites? On le prend tel quel et on se fait un pull? Non, ça c'est un produit brut et la laine s'exporte très bien dans les pays de l'Est, tels que la Chine, l'URSS, où ils en font des matelas et des pulls. Nous, à notre époque, ici, on est souvent habillés en synthétique, mais ce sont les pays de l'Est qui travaillent le plus la laine, où il y a le plus de besoins. En France, le travail de la laine va revenir du fait de la mode de l'isolation écologique. On va s'en servir pour isoler les maisons, l'intérieur des maisons. Et vous en faites quoi de cette laine? Et donc là, on fait appel à un acheteur qui vient acheter la laine à l'état brut et je vous ai amené des échantillons pour vous montrer comment il la transforme. Donc avant, bien sûr, elle est nettoyée cette laine. Donc voilà, nous envoyons la laine par gros sac. Dans un gros sac, il y va 30 toisons. Et après, une fois que l'acheteur l'a, il va la trier, la laver et la carder et la colorer selon le besoin et la demande. Voilà, la finalité de ça.
Bravo. Merci Eric, je vais pouvoir me tricoter une écharpe. Sandrine, je viens de tondre un mouton. Je t'avoue que ce n'est pas simple du tout. Mais en tout cas, il est prêt pour partir avec toi et faire un long voyage. Eh bien oui, je suis parée à déplacer le troupeau avec Eric. D'ailleurs, je vais le rejoindre. Nous allons amener les 70 moutons dans les alpages afin qu'ils profitent pleinement de l'herbe fraîche. Hé Eric, vous êtes déjà à cheval? Eh oui. Fin prêt à faire vagabonder tous ces moutons? Voilà, donc là on va prendre la route si vous le voulez bien. Mais je veux bien. On suit à pied? Oui, on va passer devant avec le cheval et les moutons vont nous suivre. Alors là, lorsque vous faites la transhumance, parce que c'est une transhumance Oui. que nous allons effectuer, ça consiste en quoi exactement? À déplacer les brebis d'un pays à l'autre, Oui. transhumer. Donc on va prendre la route pour aller dans un alpage. Mais pourquoi est-ce si important pour les moutons? En montagne, dans les alpages, l'été, l'herbe est plus verte, plus fraîche, il y a de l'eau en abondance. Oui. Donc l'animal va retrouver un bien-être corporel et l'herbe est tellement riche qu'elle va pouvoir commencer à faire de la graisse pour préparer sa gestation pour l'agnelage de l'automne. Alors vous restez combien de temps avec vos moutons dans les montagnes? 3 mois. 3 mois tout seul? Oui, mais maintenant il y a des montagnes et des cabanes qui sont aménagées pour que le berger puisse vivre avec sa famille. Expliquez-nous Eric, comment vous conduisez votre troupeau? Donc à pied dans un premier temps pour se déplacer sur la route, mais à cheval aussi. Donc le cheval, je suis devant avec et j'ai un âne. Cet âne il va me servir pour porter mes provisions en alpage parce que toutes les montagnes ne sont pas équipées d'une piste. Je suis équipé d'un fouet pour faire ralentir les brebis qui vont trop vite. En fait vous tapez sur le sol? Voilà exactement, juste pour les faire ralentir. Ensuite derrière nous il y a les brebis meneuses. Et à la fin, il y a Flavie avec le chien qui va faire suivre les plus récalcitrants. Ensuite, mes chèvres, elles, ce seront des bêtes qui vont nous aider à redescendre les brebis l'hiver, enfin à l'automne, lorsque les premières neiges arrivent. C'est-à-dire que ce sont des bêtes à poils. Elles possèdent des poils, elles sont très sensibles à la météo. Donc ce sont elles qui vont embrayer le pas pour redescendre dans la vallée à l'automne. Une brebis, elle aurait plus tendance à rester sur place là-haut. Parce qu'elle s'y sent bien là-haut? Oui, puis l'inconvénient de la brebis, c'est qu'avec sa toison de laine, elle reste sur place et se couche dans la neige, alors que la chèvre ne le supporte pas, ni l'âne non plus d'ailleurs. Vous les avez dressées, les brebis meneuses? Oui, ce sont celles qui ont été élevées au biberon, donc qui nous connaissent. Donc elles savent que si on se déplace, on va dans une herbe plus fraîche et plus riche, donc elles sont partantes pour nous suivre. Oui. Et vous pouvez leur parler? Oui, surtout en faisant des bruits. Et l'intonation de la voix aussi, il fait beaucoup au niveau des animaux. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Des mots doux. Pour le cheval, c'est aussi pareil, c'est toute l'intonation de la voix. C'est-à-dire mes petites chéries, Voilà, donc quand je vais m'approcher du cheval ou quand je vais m'approcher des brebis, je vais leur parler pour ne pas les surprendre déjà. Donc ma voix va les familiariser. Et ensuite, je leur dis toujours les mêmes mots. Alors mes fifis, alors les douces, les câlines. Et voilà, c'est une question d'habitude. Puis alors, vous avez aussi vos chiens. Voilà, donc j'ai 2 sortes de chiens. J'ai le Montagne des Pyrénées, dit le patou. C'est un chien qui... C'est le tout blanc. Voilà, c'est celui qui va protéger les moutons de tout danger. Les gros prédateurs, en l'occurrence, tels que le loup. C'est-à-dire que lui, il reste dans le troupeau? C'est sa famille. Ensuite, j'ai le chien derrière qui mène les brebis, le border collie, le chien noir et blanc. Donc lui, c'est le chien de travail qui va guider le troupeau. Et alors, ces chiens-là sont très complémentaires? Ce sont des chiens différents. Le chien de travail, le border collie, va rester tout le temps avec moi. Que le Montagne des Pyrénées, lui, va rester avec le troupeau. Il va rester essentiellement avec le troupeau. Ils ont eu un apprentissage quotidien? Le plus dur a été de former le premier chien. Je parle des chiens de travail, le border collie. Oui. Ensuite, quand la mère a fait le bébé est parti avec sa mère. Et au bout d'un moment, nous avons enlevé la mère et le chien a travaillé tout seul. Vous l'appelez quand même, vous lui dites, reviens, faire venir le troupeau. Je vais lui parler là. Allez, fais venir là. Voilà. Allez. Voilà. C'est radical, C'est les lignes surtout. Ils reviennent tout de suite parce qu'ils ont peur? Tout à fait, et c'est une question d'éducation entre le berger, le chien et les moutons. Les moutons savent qu'au bout de 3 fois, au bout de 3 sifflements, le chien va mordre et se servir de sa mâchoire.
Donc les brebis le savent exactement. L'autre n'a pas du tout de rôle sur la conduite du troupeau. Non, non, pas du tout. Il n'a jamais été apprivoisé. Son travail principal est de dormir avec les moutons et de manger sa soupe avec les moutons. Vous pouvez parcourir combien de kilomètres avec votre troupeau? Alors, nous faisons des étapes. Nous parcourons par jour 25 km. Tôt le matin et tard le soir par rapport à la chaleur. C'est-à-dire 25 km, après vous vous arrêtez, vous vous reposez et vous repartez le lendemain. Voilà. Vous faites la même chose. Exactement. Et ça peut... Ouh, là, il y a des mouches partout. Ça peut durer combien de temps? Une semaine, 15 jours. Eh bien, écoutez, merci Eric pour cette petite partie de transhumance. Je vous dis bonne route. Et à bientôt. Au revoir. Il est l'heure de se quitter, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez apprécié notre berger ainsi que ses moutons et ses autres compagnons. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue en plein cœur du Beaujolais droit. Allez, tiens Hello, je t'offre une fleur. Ah, c'est gentil, tiens. C'est que tu veux faire une chorégraphie après aussi. Attends, on va recommencer. Attends, pousse-toi. Et doucement sur les pneus.